Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast La Conciergerie. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'optimisation des annonces sur Airbnb. L'invité spécial s'appelle Adelaine, ancien employé d'Airbnb, nous dévoile ses stratégies pour gagner en visibilité, augmenter les réservations et maximiser le chiffre d'affaires. Adelaine partage avec nous son parcours chez Airbnb et nous donne des astuces précieuses pour choisir les bons propriétaires, améliorer le contenu des annonces et ajuster les tarifs de manière optimale. Cet épisode est une rediffusion de l'année dernière, c'est l'épisode le plus écouté de 2024 et ce n'est pas pour rien. Préparez-vous à prendre des notes car c'est un épisode rempli de conseils pratiques pour faire passer votre conciergerie au niveau supérieur. N'oubliez pas que vous pouvez rejoindre la communauté gratuite, le Club des Conciergeries. Cette communauté est remplie de conseils, de bienveillance et des nouveautés arrivent très prochainement. Alors ne ratez pas le coche, le lien est en description. Bonjour Adelaine, comment vas-tu ? Bonjour Vanessa, je vais super bien, merci. de m'inviter. Merci en tout cas d'être venue aujourd'hui pour cette interview, sachant que tu as beaucoup de choses à nous dire. Tu es un ancien employé d'Airbnb. Mhm. Est-ce que tu peux te présenter et nous dire en quoi consistait ton poste chez Airbnb ? Absolument. Donc je m'appelle Adelaine, j'ai 37 ans, j'ai travaillé chez Airbnb presque 6 ans, que j'ai quitté le 31 décembre dernier, 2023. Donc j'ai rejoint Airbnb en 2018 à la base pour le lancement de la de la business verticale hôtel, donc les boutiques hôtels sur la plateforme Airbnb. Au bout d'un an, on a racheté une boîte américaine aussi qui est spécialisée là-dedans, qui s'appelle Hotel Tonight. Et suite à ça, j'ai pris un poste de regional manager Middle East, Africa, Moyen-Orient, Afrique, pour gérer justement la verticale hôtel. C'était vraiment très sympa parce qu'on s'occupait de quelques villes extraordinaires au Moyen-Orient et en Afrique, notamment Cape Town, Marrakech, Dubaï. Autant dire qu'on s'ennuyait pas avec mon équipe. Et malheureusement, le Covid est arrivé en 2020. Résultat des courses, dépriorisation de la partie hôtel chez Airbnb, licenciement de 25% du personnel, notamment quasiment de l'intégralité des équipes qui travaillaient sur les hôtels. Donc je perds toute mon équipe. Et à ce moment-là, je reviens sur la partie property manager, conciergerie. Donc je prends le poste de responsable de la supply de l'offre à Paris. Et donc voilà, j'ai passé à peu près 3 ans, 4 ans travaillant là-dessus, en manageant des grands comptes à Paris et notamment des conciergeries qui ont 300-350 logements. Et voilà, après ces 6 ans, j'ai décidé qu'il était peut-être temps d'aller faire autre chose et découvrir autre chose. Ok, donc tu es parti de chez Airbnb. Récemment, j'ai vu sur LinkedIn, Oui. tu es rentré chez... alors, dis-nous, chez qui ? Chez Guesty, voilà, Oui. qui est un channel manager, c'est ça ? Exactement, un PMS, Channel Manager, les deux à la fois. Aussi CRM, Ok. c'est utilisé. Donc c'est leader aux États-Unis aussi, c'est une machine très très robuste. Et voilà, j'ai rejoint cette boîte-là pour les aider en France. Donc je suis country manager France pour Ok. Guesty. L'idée, voilà, c'est de développer leur business en France. Ok, super pour la présentation. J'espère qu'on a tout compris sur ton poste. On va peut-être parler d'optimisation aujourd'hui. Et je sais que tu as pas mal d'astuces pour optimiser ses annonces, optimiser aussi son chiffre d'affaires, ses réservations. Qu'est-ce que tu peux nous donner aujourd'hui comme astuce sur l'optimisation ? Commence par ce que tu préfères. Ouais, très bien. Alors, en termes d'optimisation, il faut savoir en effet que je viens d'un monde de revenu management à la base avant de rejoindre Airbnb. Et donc l'optimisation, que ce soit tarifaire ou que ce soit contenu, c'était vraiment le nerf de la guerre. C'est un sujet qui vraiment me passionne. Après mon expérience chez Airbnb également, j'ai compris que voilà, si on a envie d'aller chercher un peu plus de chiffre d'affaires et optimiser sa rentabilité, et ça passe également par les annonces et forcément par les réservations. Alors, comment on pourrait optimiser ces annonces? Moi, je dirais que ça commence vraiment depuis le début. Et notamment, là, on s'adresse à des concierges et des conciergeries. C'est hyper important de le souligner. C'est quoi le début? C'est que dès le départ, je choisis les annonces que je vais gérer. Je choisis également les propriétaires avec qui je vais travailler. Les propriétaires ne sont pas tous des gens faciles. Ah non. Voilà, toi-même tu sais, les propriétaires, on peut tomber parfois sur des spécimens vraiment très compliqués. À savoir,
le propriétaire qui veut un taux d'occupation de 100%, qui veut pas débourser le moindre centime pour les travaux ou en cas de galère avec un client, qui veut pas du tout accorder le moindre remboursement pour un client, parfois même si c'est contre son gré, etc., etc. Donc ça commence déjà par choisir des propriétaires avec qui on est complètement aligné sur la philosophie de l'hospitalité elle-même. Donc le traitement des clients, le traitement du logement, etc. Une fois qu'on a fait ça, on choisit les logements. On peut tomber sur un propriétaire très sympa, très humain, très ce que tu veux. Néanmoins, son logement, il est complètement dégueulasse. Hmm. Et s'il n'a pas du tout envie de faire les travaux, il n'a pas le budget, il dit bah non, 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 mon logement, je veux le louer dans cet état-là, je suis pas sûr que ce soit la meilleure idée pour commencer aussi business, que ce soit pour les voyageurs, que ce soit pour l'image elle-même de la conciergerie. Donc voilà, la deuxième étape, je choisis mon logement. S'il nécessite un rafraîchissement, etc., une déco, je le fais. Autrement, s'il est nickel, bon, go, allons-y. Après viendra la photo, le contenu. Donc il faut avoir un contenu vraiment, je dirais, parfait. C'est un peu la vitrine du business, à savoir des belles photos, un beau shooting, un texte captivant, attractif, dans les langues les plus importantes, à savoir l'anglais, le français. Si demain, je sais pas, moi, j'ai un appartement à Saint-Germain-des-Prés qui est vachement visité par une clientèle brésilienne que j'ai déjà observée, bah, autant le mettre aussi aux Brésiliens, aux Portugais, pardon. Donc il y a adapter vraiment son logement et le contenu de son logement à la clientèle qu'on vise ou qu'on a déjà. Donc une fois qu'on a fait le contenu, un bon contenu, en effet, et c'est vraiment déterminant. Après, on passe en effet sur tout ce qui est équipement. J'ai plein d'anecdotes. De temps en temps, on fait le check-up de certains comptes chez Airbnb on se rend compte, par exemple, qu'il n'y a pas de télé, il Hmm. n'y a pas de Wi-Fi, il y a pas de machine à café. Et donc, on appelle les partenaires et on leur dit, bah, t'as vraiment pas de télé ou c'est juste un oubli? Non, mais tu rigoles, j'ai une télé qui fait Ah oui. 55 pouces, etc. Pareil pour la machine à café, j'offre ça, j'offre ça. Je dis, mais en fait, on le voit nulle part sur l'annonce. Donc, vos équipements, ça peut vous prendre 10 minutes seulement d'aller sur l'annonce et d'aller voir, checker équipement par équipement, qu'est-ce que j'ai pas. Si en plus de ça, j'ai des produits d'accueil sympas que je mets dans le logement, autant le spécifier, la qualité des draps, etc. Donc, une fois que j'ai fait vraiment cette partie de contenu sur Airbnb et que j'ai listé tous les équipements, là, on J'ai une passe petite vraiment. question avant qu'il passe à la suite. Oui, Pour ces équipements-là, est-ce que tu penses qu'il faut le rajouter aussi dans la description, le contenu, ou juste non, checker ouais, juste checker tous les équipements parce qu'en Ok. fait, tout simplement, il y a des voyageurs. Au moment où ils vont réserver, où ils vont rechercher leur logement, ils vont filtrer par équipement aussi. On peut filtrer par équipement. Hmm. Alors d'ailleurs, le premier équipement, notamment pendant le Covid, qui était le plus recherché, c'est, je te voyais avec ton chat, c'est être pet friendly. Donc c'est le fait d'accepter des animaux, euh, notamment les petits chats et les chiens. Et en fait, il y avait aussi beaucoup de propriétaires ou de conciergerie qui étaient OK pour recevoir ces petits animaux, mais néanmoins, pareil, c'était pas Ne le affiché. mettre pas. Hmm. Voilà, ils le mettent pas, et sachant que c'est quelque chose qui est vachement recherché. Quand on a la climatisation, par exemple, il ne faut surtout pas oublier de la mettre, quoi. Eh oui. Parce que c'est un vrai plus. Ok. Donc le contenu, les équipements. Et après, on passe au prix. On passe à l'optimisation tarifaire. Et l'optimisation tarifaire, c'est vraiment le nerf de la guerre, à savoir s'adapter aux clients qui sont complètement différents. Il y a des clients qui vont réserver vachement en dernière minute et donc pourquoi pas prévoir un tarif last minute. Et des clients qui vont réserver longtemps en avance, donc avoir un tarif early. Les clients qui vont rester une semaine, ceux qui vont rester un mois, ceux qui vont rester 3 jours, etc. Donc il faut avoir une sorte de multitude d'offres qui répondent aux attentes de tous les clients, dans le sens où on a vraiment une panoplie d'offres tarifaires qui fait que je ne rate aucune opportunité de vente. Euh, ce qui est un peu encore triste, je trouve, aujourd'hui chez Airbnb, enfin, je peux le dire aujourd'hui, enfin,
La plateforme, elle est formidable, mais elle n'est pas encore adaptée à 100% aux professionnels. Ouais. Et quand on parle de prix, moi, ce qui me manque aujourd'hui chez Airbnb, c'est le fait d'avoir, par exemple, plusieurs lignes tarifaires. C'est que j'ai un tarif tout de suite flexible, il est à 100 euros, par exemple, la nuit. En même temps, j'ai un tarif non annulable, non remboursable à 90 euros. J'ai un tarif early si jamais mon client réserve au moins un mois à l'avance avec 15% de discount, pareil non annulable, non remboursable. Et une des demandes qu'on a le plus reçues, notamment quand on a commencé à aborder le sujet des Jeux Olympiques, c'était pourquoi vous n'avez pas ce qu'on appelle en interne la Seasonal Cancellation Policy, à savoir des conditions d'annulation par saison. Et donc, j'aimerais bien être en flexible maintenant. C'est encore la basse saison, janvier, février, mars. Et en revanche, pendant les JO, je voudrais être en non annulable, non remboursable. Parce Ah que je veux oui. pas avoir le risque de me faire annuler à la dernière minute par un voyageur qui a booké pendant 6 mois mon logement. Ce Hmm. qui est tout à fait normal comme demande. Mais malheureusement, l'API de Airbnb aujourd'hui, comme elle ne peut supporter plusieurs rate plans, donc plusieurs tarifs, contrairement aux autres plateformes. Oui, parce que par exemple, Booking, je crois, ils le font, hein. On peut mettre Absolument. plusieurs tarifs, Avoir hein. le mobile, le early, le non élément remboursable, le Ça. breakfast inclus, etc. Par contre, sur Airbnb, on peut mettre des règles et du coup, on peut y ajouter des tarifs peut-être, non? Alors en fait, sur Airbnb, tu as la possibilité d'avoir par exemple un non remboursable, notamment dans les conditions d'annulation. Tu peux dire que je suis en flexible et en non remboursable. Et donc le non remboursable, il s'active automatiquement. Tu as moins de 10%. Donc déjà, tu peux pas faire 15. Je ne vois pas pourquoi. Ok. J'ai juste demain envie d'offrir 20% sur le non remboursable. J'aimerais bien avoir cette possibilité. Et ben en fait non sur Airbnb. Et l'autre point amélioré, je dirais, par rapport à ça, c'est que ce non remboursable, il est uniquement disponible pendant les 30 jours, 60 jours à venir. Au-delà de ces 60 jours-là, il disparaît, il est plus disponible. Donc, si j'ai envie de réserver l'été prochain à Paris et que j'ai envie quand même de bénéficier de ces 10%-là, je les verrai pas sur Airbnb, contrairement aux autres. Ok. Ce qui Mm. d'ailleurs expose Airbnb à pas mal de disparités tarifaires désavantageuses pour eux par rapport aux autres plateformes, puisque souvent bah, on trouve parfois moins cher, enfin souvent moins cher sur les autres plateformes que sur Airbnb. Notamment pour ceux qui cross-listent, ceux qui se mettent sur les autres plateformes, quoi. Ils sont pas sur une seule plateforme. Ouais. Donc, tu disais le contenu, les équipements, les prix, et t'as fait le tour là? On a quasiment fait le tour. Après, en effet, je dirais, c'est le bon sens dans l'exploitation derrière. C'est déjà avoir un taux de réponse irréprochable, répondre rapidement aux voyageurs et à leurs questions, à leurs demandes. Enfin, ça paraît être vraiment le b.a.-ba, mais j'en ai vu tellement des cas où on répond pas, ou derrière le client annule au bout de 2 jours sans réponse. C'est même pas une réponse, c'est que le client envoie une réservation, on le remercie même pas, on lui dit pas on revient vers vous parce que la réservation est dans 3 mois. Mais bon, la clientèle Airbnb est très particulière, c'est une sorte de communauté, donc on a besoin de se parler, poser des questions, etc. Et il y en a beaucoup qui n'ont pas encore compris l'ADN de Airbnb. Et donc forcément, ben, on perd la réservation. Quand on parle de communication, on parle derrière aussi de, de traitement de ces voyageurs. Parce que être sur Airbnb, c'est pas juste chercher la bonne résa avec le bon montant derrière. Si on veut rester dans la durée et dans la pérennité de ce business-là, il faut vraiment traiter les clients avec la plus grande attention, à savoir répondre à leurs requêtes si jamais il y a besoin de s'adapter sur le check-in, sur le check-out. Parfois, et notamment la clientèle américaine à Paris, souvent elle demande à arriver un peu plus tôt parce qu'ils font le vol la nuit, ils arrivent super tôt le matin. Si jamais l'appartement est dispo, bah, autant le proposer, pourquoi pas. Un client fatigué, on lui donne l'appartement, il est content. En revanche, s'il n'a pas l'appartement et en plus de ça, il Toujours trouve être quelque content, chose. ouais. Exactement. Et en Mm. plus de ça, il trouve quelque chose, une surprise, une mauvaise surprise dans le logement, je peux vous dire, il va se Ouais. fâcher, notamment sur le commentaire. Mais en fait, ces conseils-là, moi, je les mettrais dans la parenthèse de l'hospitalité, de l'ADN de Mm. l'hospitalité. Et ça fait partie de l'optimisation. En fait, si on ne fait pas un métier de qualité, si on n'est pas en effet là
à répondre aux attentes du voyageur. Parfois, le voyageur, il rentre et dit, bah, en fait, je trouve pas de table de fer à repasser. Alors qu'il y a le fer à repasser, bah, on va aller chercher, on trouve la solution pour lui trouver cette table-là. Juste, voilà, Hmm. essayer de se mettre à la place du client. C'est un exercice qui est pas toujours facile à faire, mais c'est important de le faire, surtout si on cherche, encore une fois, la continuité du business et on va rester super haute ou avoir juste de bons commentaires. Parce que derrière, bien évidemment, plus on va avoir des bons commentaires, plus on est bien référencé sur Airbnb avec les commentaires et le statut, plus on va avoir du business. Donc c'est un cercle qui est positif. Je fais du travail de qualité, j'ai des clients de qualité qui vont laisser des commentaires de qualité et qui vont influencer Et les ainsi autres de suite. voyageurs, ainsi de suite. Hmm. Je reviens sur le contenu, tout ce que tu as dit au début. Tu disais faire un contenu en français, puis dans la langue, souvent en anglais, et peut-être une autre langue si on connaît ces voyageurs et qu'on sait qu'ils sont étrangers. Mais Airbnb ne traduit pas cette description à la base? Si, avant, il n'y avait pas cette traduction, aujourd'hui c'est traduit, mais moi je dirais que j'ai une préférence pour un texte qui est déjà établi par moi-même. J'attends pas la traduction parce que la traduction c'est du robot. Hmm. Elle peut être nickel, mais c'est jamais comme un texte que j'ai écrit moi-même pour le logement. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. C'est pas pareil. Donc on va traduire un peu à la Google des choses qui sont pas du tout, qui vont pas mettre le logement vraiment en avant comme quand c'est moi vraiment qui le raconte. Ouais, bien sûr. Voilà, c'est un peu ça. Mais en effet, Ok. tout est traduit, les textes, les commentaires, les questions, tout est traduit. Hmm. Là, on parlait d'optimisation d'annonces, mais au final, ça rejoint l'optimisation de réservation. Une fois qu'on a mis tout ça, on est forcément mis en avant et on a plus de réservations, comme tu le disais. Est-ce que tu vois peut-être d'autres petites optimisations pour les réservations? Alors, pour les réservations, les autres optimisations, moi je vois en effet tout ce qui est technique de revenu management, à savoir les minimum stay, les maximum stay, les close to arrival, donc les pas d'arrivée sur certains jours. Une- Je raconte une anecdote qui n'a rien à voir avec Airbnb, mais quand j'étais dans l'industrie hôtelière en tant que revenu manager, je travaillais avec un boutique hôtel parisien à côté de Pigalle, tout beau, tout récent, et en fait on a fait, au bout de la première année d'exercice, on a fait 35% de croissance de chiffre d'affaires. C'était une année exceptionnelle, et en fait un des leviers que j'avais utilisé, c'était seulement le remplissage et justement ces techniques de remplissage. Je me rappelle, dans l'hôtel, c'était premier arrivé, premier servi. Et ce que j'avais constaté, c'est que tous les mercredis, j'avais des pics de réservation, en tout cas dans l'historique de l'hôtel. J'avais du coup toujours le mercredi qui était rempli à 100%, mais les mardis, ils étaient à 60, 40, les jeudis, etc. Sachant le cœur de semaine à Paris, notamment pour les hôtels, c'est le mardi, mercredi, jeudi. Donc ce que je commençais à faire, c'est de refuser toutes les demandes d'une seule nuit, notamment pour les groupes, c'est souvent les groupes qui remplissent ça, qui arrivent juste sur une nuit, notamment celle du mercredi, histoire de pas créer de vide entre le mardi et le jeudi. Et en fait, rien qu'en faisant ça, bah, en fait, j'ai optimisé mon chiffre d'affaires énormément, en plus de l'augmentation des prix, bien évidemment. Mais rien que ça a vraiment contribué à l'optimisation du chiffre d'affaires de l'hôtel. Tu veux Bon, dire que ces groupes réservaient une nuit supplémentaire ou alors non, il réservait une seule nuit, et en fait, notamment le mercredi, et quand je suis arrivé, j'ai dit stop. Donc, soit en effet, tu me prends les 3 nuits, mais tu me prends pas juste la nuit du mercredi parce que tu vas me tuer le mardi et tu vas me tuer le jeudi. Parce que quelqu'un qui veut venir dormir 2 nuits, par exemple, le mardi et le mercredi, il trouvera pas de place. Il aura juste le Hmm. mardi qui est ouvert. Et pareil, celui qui veut rester et le mercredi et le jeudi, il pourra pas parce que le mercredi est déjà complet. Donc, il faut faire hyper attention à ça. D'où, parfois, tu vois, enfin, je sais que dans l'industrie de la location saisonnière, on fait beaucoup de minimum stay. C'est rare quand même de trouver une conciergerie qui te fait du une nuit, par exemple, à Paris. C'est Hmm. très rare. Donc, tu as beaucoup de conciergeries qui vont faire du 2, du 3, parfois du 4. Et ben, quand on a des trous, notamment des 2 nuits, des 1 nuit, moi, je pense le bon sens, quand on veut chercher du chiffre d'affaires, il faudrait accepter de les recevoir, de ce qu'on appelle les sandwich nights, de remplir ces espaces dans le calendrier. Mais je peux, et il y a des techniques pour ça, je peux aussi dire, bah, ok, ouvre, dès que tu trouves un trou d'une nuit ou de 2 nuits,
rends-les disponibles. En revanche, augmente-moi le prix de 20%. Sachant que sur Airbnb, notamment à Paris, c'est un segment qui est pas mal du tout. Il y a très peu d'offres pour le segment des réservations d'une nuit. Et d'ailleurs, c'est surtout les hôtels qui remplissent parce que, comme je t'ai raconté, il y a aujourd'hui des hôtels sur Airbnb et il y a plusieurs groupes indépendants qui sont présents sur la plateforme et qui vont capter cette demande-là que les Hmm. conciergeries ne vont pas chercher. Parce que eux, bah, ça leur change rien d'avoir, justement, c'est même leur cœur de métier d'avoir des une nuit et des deux nuits. La durée de Hmm. séjour est des 2,2, je pense, chez les hôtels. Ouais. On est d'accord que via Airbnb, on peut pas mettre en place ça. Il faut un channel manager, hein. Alors, tu peux l'ouvrir manuellement et en Ouais. effet augmenter ton prix manuellement. En revanche, en effet, si on veut être dans la professionnalisation, et je pense que toutes les conciergeries ont déjà un channel manager, on pourrait avoir un channel manager, et en effet, il n'y a pas mieux d'être équipé d'un channel manager pour mettre en Puisse le place faire. ces règles-là, exactement, et qui se font automatiquement. Ok. Du coup, tu optimises ton chiffre d'affaires en ouvrant peut-être les nuitées que tu n'aurais pas ouvertes ou en louant des nuitées plus grandes si tu vois que la Exactement. demande. Voilà. Exactement, et parfois aussi, il n'y a pas juste les petites nuits, mais si je sais, par exemple, on prend l'exemple des Jeux Olympiques, je sais que la première semaine, elle va être déterminante les premiers 10 jours, je peux aussi me permettre de mettre un 7 nuits minimum, et à ce moment-là, je fais aussi de l'optimisation dans l'autre sens. L'idée, Hmm. c'est pas juste de baisser, de pas faire des longs séjours. Quand j'ai l'opportunité de faire des longs séjours, il faut absolument que je la fasse. Mais quand j'ai des trous, quand je peux pas, ben voilà, il faut s'adapter, la basse saison, etc. Il faut savoir jouer avec ces techniques-là. Par exemple, tu vois, sur la semaine, t'as le mardi, mercredi, jeudi. Justement, le mercredi, c'est un jour, par exemple, de rugby. C'est ce que j'ai eu, comme par exemple à Marseille l'année dernière. Tu as le jour du match, tu as la veille et tu as le lendemain. On peut dire que le jour du match, je vais mettre une règle, et c'est possible sur Airbnb, pas d'arriver ce jour. Close to arrival. Et je mets la veille du match un minimum stay de 3 nuits. Donc, mon voyageur, non seulement il va me prendre la veille, le jour du match et le lendemain du match, parce qu'il y a la demande pour ça. Si jamais je fais aucune règle et je laisse open et en plus je fais du une nuit, bah, je me trouve avec le risque que le voyageur réserve uniquement la nuit du match, et il y a aussi énormément de clients qui vont venir juste assister au match, dormir et rentrer chez eux. Mais le client qui voulait rester du coup 3 nuits ou 2 nuits ne peut plus rester chez moi parce que la nuit du match a déjà Hmm. été. Voilà. Ok, je vois. Ok. J'avais une question, puis je l'ai perdue. Donc, on va passer sur autre chose. Question qui n'a rien à voir, mais Oui. que je viens d'avoir. On me dit souvent, du coup, les auditeurs me disent souvent, et d'ailleurs, la question vient de me revenir pour l'autre. Quand je loue sur Airbnb, les prix sont moins chers que quand je loue sur Booking. Mais les clients ne payent pas le même tarif sur Booking que sur Airbnb. Les clients exigent un prix plus bas. Est-ce que tu as trouvé que c'était vrai? Non, j'ai aucune information comme ça dans ma tête. Parce que Il faut que j'explique. peut-être Ouais. peut-être que je me suis mal exprimée, mais il m'est arrivé d'entendre des conciergeries, ou même moi, je l'ai pensé, hein, de dire ben, sur Airbnb, le prix à la nuitée, il est moins cher que sur Booking, et je préfère louer sur Booking parce que je l'aurai plus cher. Non, j'ai pas du tout cette Non. notion. En fait, ça va juste dépendre déjà parfois du business model que tu utilises en tant que conciergerie sur Airbnb, sachant que sur Airbnb, il y a deux modèles de pricing. Le premier qui est censé être réservé pour les particuliers, à savoir ce qu'on appelle le shared model fees. Donc, le client, donc je parle hôte et voyageur. Le hôte, Airbnb lui prend 3% de commission sur le montant de son prix. Imaginons, il met un tarif de 100 euros la nuit. Airbnb vient lui prélever 3% de commission en cas de vente. Donc, elle lui prend 3 euros, elle lui rend 97 euros. Et au voyageur, Airbnb applique une marge qui peut aller jusqu'à 15%. Donc le client final sur Airbnb, au moment où il réserve, il ne va pas réserver 100 euros, mais il va réserver 115 euros. Il va payer 115 euros. Et donc Airbnb prendra 15 euros au voyageur et prendra 3 euros à l'hôte. D'accord? Ça fait 18 euros de commission. Ça, c'est le premier modèle. Je crois que c'est 80% des gens sur Airbnb qui sont aujourd'hui sur ce modèle-là. Dès qu'on passe à 6 annonces en tant que professionnel, ou dès qu'on a un channel manager qui est intégré
même avec une annonce, on passe ce qu'on appelle au modèle zéro guest fee ou le host only fee, à savoir on applique la commission uniquement sur l'hôte. Et là, c'est une commission de 15%. Et donc, sur les 100 euros, le client, le voyageur, va payer 100 euros, exactement ce prix-là. D'ailleurs, c'est un modèle que je préfère. Et je vais expliquer pourquoi. Et donc, à toi, on va te prendre 15 euros en tant que hôte et on te rendra 85 euros. Quand on a un channel manager, je dirais s'il y a des disparités tarifaires qui sont bonnes ou mauvaises, etc., choisies ou subies, c'est surtout de la faute de l'hôte et non pas des plateformes. Et je m'explique pourquoi. Quand on a un channel manager, on a un tarif sur le calendrier qui est à 100 euros. On est censé envoyer 100 euros à tout le monde. Airbnb, Booking, VRBO, etc. En revanche, on peut décider en effet de se dire, bah en fait, sur Booking, je vais augmenter un peu mon prix de 10%. Et là, je mets un markup sur mes prix de 15%. Et donc là, je fais de la discrimination tarifaire par rapport à Booking qui se rend un peu plus cher. Là où parfois c'est en effet un peu tricky, et là où on peut trouver parfois moins cher sur Booking que sur Airbnb, c'est que Booking a énormément de promotions et de discounts. Il y a le tarif Genius, il y a le tarif mobile, Mobile, ouais. etc., etc., qui parfois se cumulent. Et en effet, parfois, on trouve beaucoup moins cher sur Booking que sur Airbnb, sans même comprendre pourquoi, alors qu'on a juste coché tel programme ou tel programme, où on a été invité à le programme et on a accepté sans le savoir. Et donc, on arrive, on cumule des discounts qu'on n'a pas sur les autres plateformes. Et ça, c'est un peu la force de Booking, qu'il faut faire la différence, je dirais, entre les deux plateformes. La première, c'est que Airbnb a été créé pour des particuliers, pour toi, moi et Madame Dupont. À la base, c'est vraiment le cœur de ce business-là. C'est 80% de la plateforme, c'est des particuliers, d'accord? Et donc, tous les développements produits qui se font pour aussi les particuliers. C'est une plateforme qui s'est ouverte aux professionnels, mais qui reste quand même l'essence même de la plateforme, c'est du particulier. Contrairement à Booking, Hmm. qui à la base, c'est une plateforme pour les pros, notamment les hôteliers, et qui s'est mise aussi sur le marché de l'appartement récemment. Et donc, en fait, les particuliers aujourd'hui, les conciergeries qui se sont créées, profitent des outils très professionnalisés de Booking.com déjà, contrairement à une plateforme comme Airbnb. Et professionnaliser, c'est gentil. Parce que quand on va sur Booking, des fois, c'est compliqué pour certains. Bah, c'est exactement ça. Donc ça peut, pour quelqu'un qui est un expert, etc., qui a utilisé la plateforme depuis toujours, machin, un revenu manager, et ça, c'est très simple, il s'y connaît. Mais en effet, quelqu'un qui à la base fait ça, notamment uniquement sur Airbnb, l'outil de l'extranet Airbnb, il est formidable, il est tellement simple, tellement intuitif. En effet, quand on le compare à une machine comme Booking, il y a beaucoup de gens qui se perdent et qui abandonnent dès le départ Hmm. leur aventure sur cette plateforme-là. Absolument. Hmm. Ok, je te pose la question de tout à l'heure, qui m'est revenue. Tu disais, une conciergerie, par exemple, peut louer cette nuit, peut bloquer des jours d'arrivée et autres. Mais pour ça, il faut que la conciergerie en question, elle ait du feedback, que ça fasse un petit moment, qu'elle connaisse son secteur. Comment tu dirais qu'elle peut connaître tout ça si elle se lance? Alors, au moment de se lancer, de toute façon, il n'y a pas mille choix. Il y a des solutions qui existent sur le marché, notamment AirDNA. Je commencerai par ça. Il y a aussi le fait de parler aux confrères, d'aller voir, passer un peu de temps avec des conciergeries à droite et à gauche, juste pour comprendre le business. Alerte, c'est quoi la durée de séjour moyenne chez vous? D'où viennent les clients? Qu'est-ce qu'ils cherchent? Les appartements, 6 couchages, 4 couchages, qu'est-ce qui marche le plus? Les studios, à peu près à quel prix tu les loues, etc. Il y a aussi l'observation directement sur la plateforme. Mais en effet, le mieux, c'est de commencer, si on a vraiment envie d'avoir de la data, il y a AirDNA pour ça. Il y a aussi parfois des solutions qu'on regarde pas, mais moi je trouve que regarder par exemple les performances hôtelières dans la ville où on va opérer, c'est quand même quelque chose de très important. J'ai vu que PriceLab, par exemple, intègre aussi les remplissages des hôtels et on peut même comparer ton logement avec l'occupation des hôtels qui sont autour, etc. Et les prix, Oui. surtout les prix des hôtels qui sont autour. C'est intéressant parce que, bon, bah, un hôtel, même s'il a 200 chambres, 100 chambres, s'il termine lui à 100% la veille et que tu es en face de l'hôtel, il n'y a aucune raison que tu termines pas aussi rempli et que tu vends pas ton appartement. Donc, ouais, je commencerai comme ça pour, Hmm. pour la mise en marche, anti-RDNA,
MKG, par exemple, Report pour les hôtels, il y a des rapports très accessibles et et gratuits pour Ok. commencer. Et surtout, le fait de discuter avec les confrères lors des événements, etc. Et puis c'est vrai que RDNA évolue régulièrement et ça peut être intéressant d'aller voir, parce que je crois que maintenant on n'achète plus une ville, mais on a toute la France avec un abonnement annuel par contre, je crois. J'ai plus en tête exactement si c'est ça, mais c'est vrai que ça a pas mal évolué ces derniers mois, donc ça peut être intéressant d'aller voir et de rester aussi à l'affût des tendances, quoi. Absolument. Ok. Autre sujet. Je sais que, parce que j'en ai fait partie, Airbnb avait racheté une conciergerie, Lucky, je sais pas si ça s'appelait comme ça à la base, mais en tout cas c'est le nom qu'a donné Airbnb. J'avais recommandé dans un épisode au tout début du podcast d'intégrer le programme Lucky pour avoir de nouveaux clients, parce que je trouvais que c'était pas mal pour se faire connaître. Qu'est-ce que tu en penses de ce dispositif? Est-ce que ça existe encore d'ailleurs? Oui. Alors, c'est un très bon point. En effet, Airbnb a racheté Lucky, qui s'appelait déjà Lucky, une jeune start-up française, parisienne, qui avait fait ses preuves. Airbnb a racheté ça, je crois que c'était en 2018. C'était l'année où je suis arrivé chez Airbnb. Quelques mois plus tard, on rachetait une boîte et quelques mois plus tard, on rachète une autre boîte. Donc, c'était les belles années d'Airbnb, juste avant l'IPO en Avant plus, Covid? avant le Covid et avant l'entrée en bourse aussi. Donc, Ah, c'était d'accord, oui. vraiment extraordinaire. Et voilà, donc moi j'ai vraiment eu l'opportunité de travailler avec toutes les équipes Lucky, des fondateurs aux ingénieurs, aux personnes sales. C'est vraiment une très belle boîte. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'en effet Airbnb a racheté cette boîte-là, l'a intégrée en interne. Pendant, je pense, un an ou deux, même 2 ans, Airbnb a opéré et a permis à Lucky de continuer à opérer en tant que conciergerie, d'accord? Ce qui s'est passé, c'est que on a constaté chez Airbnb et dans le monde entier d'ailleurs, pas que la France, que plus on va prendre des annonces, plus le challenge de la qualité va se poser. C'est très difficile de maintenir un niveau vraiment de très haute qualité quand on gère 1000 annonces ou 1200 annonces. Hmm. Donc de toute façon, on avait vu une corrélation négative entre le nombre d'annonces et la qualité. Ça, c'était indéniable. Donc, on a mis tous les moyens en interne pour permettre à Lucky, justement, de garder un niveau de qualité irréprochable, mais c'était quand même très difficile. Pour qu'au final, Airbnb prenne la décision de se dire, bah, en fait, OK, on a la tech de cette boîte-là, on a encore les ingénieurs de cette boîte-là, qui sont formidables. Bah, venez, on crée notre modèle de super cohorte programme ou de partenaire local, en effet, auquel tu as Hmm. fait partie, mais on ne fait plus du tout l'opérationnel. Donc, c'est plus du tout Lucky ou Airbnb qui va opérer. Donc, forcément, on a abandonné tous ces logements, ces propriétaires qui sont passés. Enfin, on a abandonné. Ces propriétaires sont passés sur d'autres conciergeries et d'autres property managers qui ont pris soin de leur logement, mais Airbnb ne faisait plus ça. Donc Airbnb est devenu quelque sorte le Tinder de la location en effet, Hmm. à savoir on mettait en contact en effet des propriétaires ou investisseurs qui souhaitaient faire de la location saisonnière avec des futurs hôtes ou des super co-hôtes qu'on appelle. Toi, tu en faisais partie. Et donc en effet, c'était un super levier gratuitement, Hmm. une commission dessus un super levier d'aller chercher un peu plus de demande dans les quartiers, dans les arrondissements dans lesquels on voudrait continuer à opérer. Et tu dis Et donc, c'est c'était? le modèle qui existe encore aujourd'hui. Pardon? Pourquoi tu dis c'était? Parce qu'il n'existe plus? Si, si, ça existe toujours. Ok. Pardon, je sais pas si je dis. C'était en effet. Ouais, ouais, ok. Non, non, donc à la base, c'était l'opérationnel et était géré Ouais. par Airbnb. Maintenant, c'est la mise en contact entre propriétaires investisseurs et entre super cohortes. Hmm. La condition pour rentrer dans ce programme-là, peut-être tu la connais déjà et que tu l'as peut-être déjà abordé dans les autres épisodes, mais faut être super hot, Ouais. avoir une société, Hmm. un numéro de sirène, et puis voilà, c'est tout. C'est ça, et je crois qu'il y avait aussi des notes de 4,8 ou quelque chose comme C'est ça à ça, tu avoir. dois être super Hmm. hot exactement, et derrière, Airbnb t'impose de ne pas te cross-lister pendant au moins un an. Oui, c'était ça. Donc les annonces que t'apporte Airbnb n'ont pas vocation à être sur les autres plateformes pendant Ouais. le premier année. C'était exclusivité pendant un an.
C'est ça, exact. Enfin, c'est toujours, hein, du coup. C'est Le toujours, c'est programme tout. existe toujours. Ok. Ouais, absolument, absolument. J'ai l'impression que c'est de plus en plus difficile de rejoindre le programme. Peut-être parce qu'il y a des quotas? Non, pas à ma connaissance. Il n'y avait pas de quota du tout. Jusqu'à décembre, il n'y avait pas du tout ce sujet de quota. Ok. Dès qu'on est bien noté, on a déjà de l'expérience, on est motivé. C'est franchement, ça reste encore très facile à intégrer. Maintenant, en revanche, là où tu as raison, c'est que enfin, il y a de plus en plus de partenaires qui ont postulé et qui existent sur la plateforme. Et du coup, le gâteau est partagé par un plus grand nombre d'autres potentiels. Ce qui fait peut-être que la demande n'est pas la même comme c'était les premiers temps. Ok. Mais tu es favorable à ce programme pour tous ceux qui voudraient Absolument. démarrer. Ok. 100%. 100%. Bon, bah, Parce que très bien. Airbnb derrière aussi, mais les moyens, hein, parce que il y a des événements organisés par Airbnb avec Mm. l'ensemble de ses co-hôtes. Ils viennent au bureau. On fait intervenir des experts aussi de l'industrie au profit de ses co-hôtes. Dès qu'il y a des nouveautés, il y a un accès aussi direct avec les market managers sur Slack, etc. Donc c'est franchement bien fait. Mm. Et c'est gratuit, surtout. C'est surtout un bon point et surtout, j'ai remarqué que bah, quand on met recherche peut-être conciergerie et la ville, bah, Airbnb sort toujours dans les premiers résultats puisque du coup ils mettent de la publicité et ça permet de se faire connaître comme ça. Ok. Exactement. C'est un levier gratuit, donc autant en profiter. Mm. Ok. On change de sujet, on part sur les JO qui sont cette année. C'est Oui. quoi ta vision sur les JO? Alors, gros sujet, les Jeux Olympiques. Je pense que les personnes qui sont passées dans les plateaux télé, etc., n'aident pas trop là-dessus, Mm. parce qu'ils promettent vraiment monter et merveille. Et en fait, voilà, moi on rigole toujours, on rigolait encore au bureau avec cette blague-là. On avait vu une fois un reportage sur TF1 qui disait, mec, oui, le logement, il y a 250, mais pendant les JO, il va te louer au moins 3000 euros ou 2000 euros. Voilà. Moi, ma vision, j'ai surtout envie de calmer tout le monde et de leur dire attention, les gars, parce que certes, c'est un événement extraordinaire qui va s'opérer. Il va y avoir énormément de gens qui vont venir à Paris, mais vous n'êtes pas les seuls. Il y a déjà un parc hôtelier, certes, qui ont vendu aux sponsors, aux journalistes, des contrats directs, etc., mais qui laissent un peu d'espace pour faire enfin, pour le privilégier la vente en direct et en tarif public. Il y a aussi le parc de la location saisonnière aussi qui explose, donc tout le monde met son logement. Faites l'exercice autour de vous, demandez à vos copains, à vos cousins, à votre famille s'ils vont mettre leur logement à Mm. Paris ou en région parisienne pendant les JO, ils vont tous vous dire oui. J'ai prévu, ouais, je vais me faire tel billet, tel Il billet. n'y aura plus un Parisien à Paris à cette Non, période-là, il n'y a plus personne. où ils auront poussé les murs. Exactement. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de comparer la data. La data, elle ne ment pas, les chiffres ne mentent pas. Et quand on revient un peu en arrière et on regarde par exemple ce qui s'est passé au JO de Londres, et en fait, les hôteliers, surtout les hôteliers, ils ont terminé à 75% de taux d'occupation pendant les Jeux Olympiques. Ah oui. Donc ils étaient quand même vides, enfin, ils n'étaient pas remplis à 100%, avec un prix moyen avoisinant les 300, 350, soit 50 euros. Ça, c'est les données de MKG, spécialisé dans l'hôtellerie et qui a accès à toutes ces données-là. Et c'était en effet une manière de dire, bah les gars, attention. J'avais invité, quand j'étais encore chez Airbnb, justement Vangelis Panayotis, fondateur et CEO de MKG, qui nous a exposé un peu sa vision sur ça. Il est revenu sur tous les JO précédentes, que ce soit à Rio, que ce soit à Moscou et les autres villes. Et les dernières à Londres qui sont assez similaires, parce que Londres c'est quand même à côté, ben en fait 75% d'occupation. Donc attention, moi ma vision c'est que ça va être un événement extraordinaire. Si on veut en profiter en tant que conciergerie, on peut faire en effet, ouais, on peut optimiser ses tarifs, augmenter les tarifs. Enfin, je suis pas Madame Soleil, je saurais pas vous dire tout de suite à combien il faut Oui, monter. ça dépend de plein de paramètres, hein. Ça dépend de beaucoup de paramètres. Là où j'attire votre attention, c'est sur deux éléments. La première, je suis absolument d'accord pour augmenter les tarifs. Il faudrait juste pas oublier le rapport qualité-prix. De un, il faut pas oublier après les JO ce qui va se passer parce que le client à qui vous allez mettre le couteau sous la gorge avec un prix
je sais pas moi, 3 000 €, 4 000 € pour un studio, sachez bien que le lendemain où il partira, il peut vous achever sur le commentaire. Donc, quid votre réputation et quid votre note et votre référence sur la plateforme. De deux, quand on a un logement qui s'y prête, en effet, là je vais mettre ma résidence principale, imaginons, avec la clim, avec vue splendide sur la Tour Eiffel ou sur la Seine, etc. À ce moment-là, ok, why not, mais il faudrait peut-être en effet upgrader un petit peu la prestation de ce qu'on fait. Une petite bouteille de champagne, du chocolat, Mettre le voilà. service qui va avec, quoi. Le service qui doit Mm. aller en effet avec le Mm. prix que paye. Et voilà, ça m'a fait penser tu te rappelles la finale, le scandale de la Champions League à Paris, Liverpool. Non, je connais pas. Non, tu sais, il y a eu, c'était il y a 2 ans, il y a eu la finale et c'était comment dire, c'était un concours de circonstances. C'était pas prévu du tout que Paris reçoive cette finale-là et finalement c'est Paris qui a hosté la finale de la Champions League un 21 mai, je pense. Ouais, 21 mai. Mhm. Et il n'y avait pas une chambre d'hôtel ou un appartement dispo sur Paris. Et il y a beaucoup d'appartements, enfin pas que les hôteliers, mais il y a beaucoup de gens qui se sont vraiment fait plaisir avec des x3, x4 sur le prix. Mais c'était sur une Ouais. juste nuit. Là, en l'occurrence, c'est pas le cas. Il va y avoir aussi énormément d'offres qui va arriver. Donc ouais, je dis juste attention, c'est l'opportunité d'augmenter les prix, mais il faut pas en abuser. Il faut surtout suivre en termes de prestations de services aussi, pour justifier le rapport Mm. qualité-prix. Oui, il faut profiter de cette opportunité, mais sans abuser et être en raccord avec sa qualité de logement, quoi. Absolument, Mm. absolument. Et pensez surtout à ces voyageurs, parce que ne soyons pas court-termistes dans la vision, parce que le voyageur qui va payer, je sais pas, 5 000, 4 000 la nuit, peut-être qu'il reviendra pas à Paris. Et nous, on voudrait que Paris reste la Mm. destination numéro 1 dans le monde. Donc, pensons plutôt au long terme, en termes d'accueil, en termes de sécurité de ces voyageurs-là. Il faut faire en sorte que le voyage soit vraiment une, enfin, touche la perfection en termes de tout, toutes les parties du voyage, que ce soit la sécurité, que ce soit le transport, etc. Donc, amis parisiens, si quelqu'un vous demande une destination, ne détournez pas le regard et répondez-lui et dites-lui exactement qu'est-ce qu'il doit faire pour arriver d'un point A à un point B. Il s'agit vraiment de la promotion de la ville en elle-même. Mm. On parle de Paris, mais il y a aussi Marseille, il faut y Absolument, penser. exactement. Ça vaut pour toutes les villes qui sont liées au JO, quoi. Exactement. Ok. Ben, je pense qu'on a fait le tour des questions que j'avais à te poser. Est-ce que y a une question que tu aurais voulu que je te pose? Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non, mais je pense qu'il faudrait juste, notamment pour les conciergeries, moi si j'ai un conseil justement à travers mon expérience chez Airbnb, c'est qu'il faut mettre à fond du cœur dans ce qu'on fait. Je sais que c'est un métier très difficile quand on a à gérer les propriétaires d'un côté, les voyageurs d'un La autre, double client, quoi. personnel, exactement, le personnel d'un autre, le personnel de ménage, parfois avec des aberrations, des absences, etc., etc. C'est un métier qui va être vraiment ingrat. Donc, je parle pas juste en étant très confortable sur mon canapé et avec mon petit café. Je sais réellement comment ça se passe. J'ai vu des conciergeries se faire hurler dessus par des propriétaires. Bon, je dis, mais c'est quoi ce métier? On peut pas accepter ça. Donc, je sais vraiment à quel point c'est difficile. Néanmoins, ça ne doit pas nous empêcher de mettre vraiment énormément de cœur, surtout si on veut durer, enfin, rester dans la durée, dans le top en termes de qualité. Et il y en a beaucoup qui ont réussi à faire ça. Mais c'est clairement une vocation. Donc il faut que ce métier-là soit vraiment une vocation et pas uniquement Une opportunité une sur du court opportunité terme, quoi. économique Mm. et exactement sur le long terme. Il faut que ça soit aussi une vocation. De toute manière, j'ai l'impression qu'il y a une période où c'était très tendance d'avoir une conciergerie. Ça l'est peut-être encore, mais je pense qu'on est plus sur la fin. Il y a eu beaucoup, beaucoup de conciergeries qui se développent. Il y en a toujours beaucoup. Sauf que celles qui vont perdurer dans le temps, ça va être celles qui vont pouvoir garder leur qualité de manière constante, hein, et pas faire un one shot, en fait. Donc, Exact. Et ça, c'est dans tout domaine confondu. Et moi, oui. j'adore donner l'exemple du foot ou même des athlètes. Tu sais, je sais pas si tu aimes les JO.
T'aimes bien par exemple l'athlétisme? T'es pas très athlétisme? Ouais, si, je regarde les JO, oui, en général. Ok, bah l'athlétisme, si on prend l'exemple de Usain Bolt, par exemple, le recordman du 100 mètres et du 200 mètres, une machine de guerre qui a gagné tous les titres possibles et imaginaires, donc, et qui est resté sur la durée, ben, en Mm, fait, c'est quelqu'un qui s'entraîne comme un fou et qui a gardé ses standards justement d'entraînement très, 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 très haut niveau pour rester comme ça. Donc des athlètes comme ça, il y en a un, deux, de temps en temps. Si on reprend le foot, bah, en fait, pareil, sur les dernières années, on a Ronaldo, Messi, on parle des c'est deux, ça. on peut rajouter quelques autres athlètes, mais il n'y en a pas 10. Mm, Que ces athlètes-là ont mis la barre tellement haut en termes d'entraînement, en termes d'exigence, que bah, en fait, ils sont restés vraiment dans la durée. Mais un très bon athlète bourré de talent, bah, il y en a tout le temps. Mais sauf que bah, ça fait tac, tac, cheat. Ça reste pas dans la durée. c'est vrai. Voilà, c'est un peu Très bon, la très fin. bon mot de la fin. Merci, merci. Petit clin d'œil aux Jeux Dernière, Olympiques. tu as dit quoi? J'ai dit un petit clin d'œil aux Jeux Olympiques et au Ah, aux sport. Jeux Olympiques, ouais, c'est bien vu. J'aimerais bien poser une dernière question. C'est la première fois que je vais maintenant mettre cette question dans chaque épisode. Est-ce que tu aurais une personne à me recommander sur le podcast qui pourrait venir donner un peu des astuces? Très bonne question. Alors, j'en Obligé de me vois. dire oui, hein. Alors, ça dépend. Tu cherches des concierges, dans des conciergeries toujours, ou Ça peut être des conciergeries ou des personnes qui ont de l'expérience dans un outil qui peut être utile, qui va alors, permettre aux conciergeries de se développer. il y a il y a une personne à qui je pense, en effet, c'est Grégoire Benoît. C'est un des cofondateurs de Edgar Suite. Donc c'est pas une conciergerie, mais c'est vraiment un opérateur aujourd'hui qui a fait son nom dans l'industrie et qui change du coup transforme plutôt les bureaux en meublés de tourisme et en hôtel et qui ont Ok, réussi à créer vraiment une marque, une belle marque. En plus de ça, il est vraiment humainement extraordinaire, donc il adore aussi partager, communiquer, etc. C'est vraiment une belle success story française, donc ok, je peux te le intéressant du coup. recommander, je pourrais même te mettre en contact avec lui, je pense Bah, avec plaisir. il viendra le faire avec grand plaisir. Pour ça, c'est un sujet peut-être qu'on t'a peut-être pas encore abordé, mais ça peut être vraiment intéressant de Oui, l'aborder. après, le sujet du podcast, c'est aider les conciergeries à se développer, mais j'ai déjà fait des hors-séries qui sont liés quand même à la location ou l'immobilier, donc c'est Oui, toujours intéressant. ouais, c'est parfait. Ouais, c'est parfait. Voilà. Ça Et fait ben, je plaisir. prendrai le contact avec plaisir du coup. Ça marche, Vanessa. Bon, bah, écoute, merci beaucoup. Ben, merci à toi, je te souhaite une bonne journée et à bientôt. Pareillement, à bientôt. Au revoir.